Moi, ce que je déplore, c'est qu'on m'a attaqué d'une manière véritablement dégueulasse. On m'a traité de tous les noms. Vous imaginez pour un avocat, pour un homme qui a consacré toute sa vie à défendre les gens, quand on vous dit que vous êtes un escroc, un voleur, que vous avez fait un coup d'État, vous avez fait un coup de force, vous avez donné de l'argent à Dalil Boubaker, on a raconté des histoires, que j'avais été interpellé à Alger. L'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et c'est l'islam au présent, en direct sur Beurre FM le samedi entre 10h et 11h. Quel plaisir de vous retrouver, quel plaisir de retrouver l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour Philippe, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Combien il est important de débuter cette année, cette rentrée, Inch'Allah, avec la bénédiction divine et en espérant qu'elle puisse être encore une fois une année pleine de réjouissance, de convivialité, mais surtout de spiritualité et de connaissance. Bon, vous n'êtes pas en quarantaine? Non, pas moi, parce que je suis vacciné. Ah bon, voilà. Je suis vacciné. Moi, j'ai cru qu'ils allaient vous coller 10 heures. Par contre, c'est madame à la maison qui est confinée. Ah oui. Et vous allez... Ah non, moi j'ai été... j'ai eu la... Ah, vous n'êtes pas sanitaire, vous avez été contrôlé en bas. Oui, non, pas ici. Pas ici, mais à l'aéroport, par exemple... Oui, on m'a contrôlé. Il fallait sortir le pass. C'est pour ça que vous pouvez assurer l'émission en direct aujourd'hui. Ouais. Notre invité pour démarrer la saison, c'est Chemseddine Hafiz. Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour. Puisque vous êtes grand recteur de la GMP, comme on dit, la grande mosquée de Paris. Le titre de recteur, ça existe en islam, Imam Abdelali? Alors, en principe, le terme recteur, c'est lié à une académie. On est recteur d'une académie, c'est-à-dire d'une institution d'enseignement. Mais la Grande Mosquée de Paris a d'abord joué un rôle important dans le domaine de l'enseignement. Donc, c'est pour cela qu'il y a eu depuis très longtemps un recteur. Dès le début. Début. Donc, peut-être que Maître Hafiz va mieux nous en parler. En réalité, lorsque la Grande Mosquée de Paris est construite, il y a plusieurs artifices juridiques qui sont menés pour éviter la séparation, la loi de séparation de l'État et de l'Église, qui, je le rappelle, date de 1905, donc 15 années plus tard, les pouvoirs publics décident de créer une mosquée et comment faire pour la financer. Et c'est comme cela qu'on a créé l'Institut musulman de la Mosquée de Paris, à la tête duquel il y avait un recteur, qui était à la fois donc recteur de l'Institut musulman de la Mosquée de Paris et en même temps président de la Société des Habous, qui est l'association qui est propriétaire de ce lieu de culte. D'accord, ça serait donc plus juste de vous dire recteur de l'Institut. Absolument. Ça serait plus juste. Le titre exact, c'est recteur de l'Institut musulman de la Mosquée de Paris. Vous êtes né algérien et vous êtes français, dites-vous, d'adoption, d'adhésion et d'adhérence. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, je suis arrivé pratiquement dans le tard en France. J'ai effectué toutes mes études. J'ai participé à la vie sociale en Algérie, à des périodes, au moment où il y avait la fin du parti unique du FLN, et donc j'ai mené une vie active comme avocat, d'abord à Alger. Au barreau d'Alger. Au barreau d'Alger. Lorsque je suis venu à Paris, d'abord, bien évidemment, j'avais un lien, ne serait-ce qu'affectif, en termes de littérature, en termes de connaissance du droit, puisque toutes mes études de droit, à l'époque à Alger, étaient semblables aux études de droit des universités françaises. Et donc j'ai été baigné dans la culture française, et quand je suis arrivé, j'ai sans aucune hésitation pris cette nationalité avec beaucoup de volontarisme dans ce pays des droits de l'homme, en disant que j'étais à la fois algérien et français, et que aujourd'hui, à la tête de la Grande Mosquée de Paris, je suis français. Et bien évidemment, j'insiste là-dessus parce que je considère que il y a aujourd'hui une idée un peu malsaine qui circule, dans laquelle on dit lorsqu'on est français, on ne peut pas être musulman. On ne peut pas être un bon musulman quand on est citoyen français. Et moi, j'essaie de démontrer le contraire. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je suis citoyen, je montre que ma religion, mon islam, tel que je le vois, est un islam qui n'est pas du tout incompatible avec ma citoyenneté. Et il y a une osmose entre la citoyenneté et l'islam qui me va très bien. Quand vous succédez à Dalil Boubaker le 11 janvier dernier, enfin 2020, personne ne vous avait vu venir. Hein. C'était une vraie surprise.
Vous êtes donc élu à la surprise générale recteur de l'Institut musulman. À quel moment vous avez su que Dalil Boubaker allait démissionner et est-ce que vous étiez candidat, vous, au poste ? Écoutez, très sincèrement, lorsque j'ai commencé à travailler... en fait, d'abord, j'ai rencontré Dalil Boubaker comme avocat. En 1999, il m'avait chargé de plusieurs missions d'avocat. Et je succédais à un de mes anciens confrères qui était Théo Klein, qui était l'ancien président du CRIF et ami personnel de Dalil Boubaker. Et quand j'arrive, il me confie des dossiers et il y a une coïncidence exceptionnelle, c'est que à ce moment-là, Jean-Pierre Chevènement, alors ministre de l'Intérieur, entend lancer l'Istichara. Et à ce moment-là, Dalil Boubaker me regarde en me disant « Maître, est-ce que ça vous intéresse de m'accompagner dans cette grande aventure de la création d'une instance représentative de l'islam en France ? J'ai besoin d'un juriste. » Je lui ai dit « Ok ». C'est comme ça que donc j'ai commencé à travailler. En réalité, à partir de 2003, Dalil Boubaker, de temps en temps, me disait « Mais écoutez, je vous vois comme mon successeur ». Mais je ne prenais pas vraiment au sérieux cette remarque parce que Dalil Boubaker entendait rester à son poste et qu'il n'y avait, à mon avis, aucune discussion là-dessus. Mais à chaque fois qu'il y a eu des crises importantes à la Grande Mosquée de Paris, et il y en a eu beaucoup, parce que c'est un poste extrêmement compliqué, Dalil Boubaker, à plusieurs reprises, me regardait et me disait « Préparez-vous, vous allez me remplacer ». Et quelques mois avant sa décision, vous savez, le matin même de l'Assemblée générale, il me disait « Mais mon cher maître, il n'y a rien de particulier » parce que, en tant qu'avocat, je dois vous dire que chaque Assemblée générale annuelle de la Société des Habous, je m'enferme, lui et moi, pour parler des aspects juridiques qui vont avoir lieu sur la légalité d'une décision, etc. Vous occupiez déjà le poste de vice-président de l'association. Alors, j'ai été membre au départ, en 2003. Il m'a fait adouber à l'intérieur de cette Société des Habous. J'étais membre, et puis après, j'ai été secrétaire général pendant 3 ans, et puis je suis passé vice-président et premier vice-président les 2 ou 3 dernières années. Et donc, le matin de l'Assemblée générale, donc on est le 11 janvier. Le 11 janvier, le jour même. C'est vrai que le recteur Boubaker disait à 2 ou 3 personnes à qui il se confiait en leur disant « Je veux partir, je suis malade. » Et je voudrais qu'Hafiz me remplace. Alors on précise qu'il avait déjà 80 ans à peu près déjà. Il venait d'avoir 80 ans. J'entendais cela, mais je vous dis encore une fois, c'est vrai que quand vous travaillez pendant 20 ans dans une institution aussi passionnante que la Grande Mosquée de Paris, je vous mentirais si je vous disais, bien évidemment que chaque fois que je me rasais, je ne pensais pas à être recteur de la Grande Mosquée de Paris. Surtout qu'en ce moment, vous êtes moins rasé qu'à une époque. Absolument. Hein, mais bon. Mais ça, c'est parce que c'est à la fin de l'été. Hein. D'accord. C'est rien d'autre. C'est pas la fonction qui fait la barbe. Non, pas d'accord. du tout. Bon. Et donc, à ce moment-là, le samedi matin, je me dis, bon, s'il a quelque chose à me dire, il va me le dire dans le secret de son bureau. On s'est enfermés tous les deux. Et il me regarde, il me dit, rien de spécial aujourd'hui. Je lui dis, non, rien de spécial. Et il me dit... et la semaine prochaine, on a l'Assemblée générale du Conseil français du culte musulman. Et donc, je dois être président. Je lui dis oui. On a convenu que c'est le tour de la Grande Mosquée de Paris. Il me dit, OK, allez, on y va. Et c'est comme cela. Donc, quand on rentre à l'Assemblée générale, il fait son rapport moral et il présente son rapport financier et demande le quitus. Et à la fin, quand il obtient le quitus, il dit, écoutez, vous savez que je suis médecin, je suis très malade, et je suis fatigué, et laissez-moi partir. Donc le secrétaire général en titre à l'époque, qui dans les statuts devient ipso facto le recteur de la mosquée de Paris en cas de démission ou de disparition. C'était qui ? C'était Mohamed Louanouri. Qui lui dit, mais qu'est-ce que veut dire cette phrase qui est un peu alambiquée ? Excusez-moi, monsieur le recteur, mais vous dites, je suis fatigué, laissez-moi partir. Et il lui dit, je suis démissionnaire, je démissionne de toutes mes fonctions et je vous transmets la plénitude de mes pouvoirs, comme le prévoit
l'Assemblée générale de la société des Abou. Donc c'est pour cela que justement il n'était pas à l'ordre du jour. Parce que beaucoup ont critiqué que justement comment ça se fait que l'élection du nouveau président n'ait pas été mentionnée, puisque justement cette décision prise par le recteur était spontanée, était totalement imprévue et surtout pas programmée. Parce que beaucoup vous accusent de spoliation, vous accusent de plein de choses, alors que finalement non, c'était la décision même vous avez été parti pour le réélire encore quelques années. Bien sûr. Parce que de toutes les manières, à l'intérieur de la société des Abou, l'Assemblée générale, on est 32 membres. Les 32 membres, il y en a qui sont historiques, qui sont là depuis pratiquement Hamza Boubacar. Et donc, c'est quand même quelque chose de très conservateur. Ce n'est pas des gens qui décident comme ça, au pied levé, etc., etc. Et Dalil Boubacar va passer une demi-heure à expliquer les raisons de son départ et pourquoi il va choisir. Parce que, Mohamed Louanouri lui dit, mais attendez, c'est vous qui êtes depuis 28 ans à la tête de la mosquée de Paris, vous nous connaissez tous. Et aujourd'hui, d'après vous, quel est le profil de votre successeur ? Et à ce moment-là, Dalil dit, écoutez, de toutes les manières, c'est si simple que cela. Mon remplaçant, il est tout désigné. Ah bon ? Ben oui, écoutez, on est à la tête d'une mosquée, ça ne peut être qu'un religieux qui prenne la tête de la mosquée de Paris. Et il regarde en direction du mufti de la mosquée de Paris, Cheikh Djiloul Bouzidi. Pour que ce soit lui le recteur. Et il le regarde et il commence à faire toute une plaidoirie sur le rôle religieux du recteur de la mosquée de Paris. Et puis à un moment donné, il dit, de toutes les manières, ça c'est dans la situation idéale, dans un pays normal, où à la tête d'une mosquée, il faut un religieux. Mais là, en France, d'abord, une grande partie des Français n'aiment pas les musulmans. Une grande partie des Français n'aiment pas la mosquée de Paris et le recteur de la mosquée de Paris. Donc on veut quelqu'un qui puisse la défendre. Et le mieux aujourd'hui à même autour de cette table peut défendre le mieux la grande mosquée de Paris, c'est Maître Hafiz. Et c'est comme ça que j'ai été... Mais quand il dit ça, donc vous ne le savez pas, vous n'êtes pas prévenu. Tout est spontané. Mais est-ce que vous êtes candidat à ce moment-là ? Est-ce que vous dites... Non, pas du tout. Non, mais dans ma tête, je vous ai dit... Oui, lorsque je me rase, je n'y pense pas, mais bien évidemment... Mais à partir du moment où il le dit, est-ce que vous vous dites... Est-ce que j'ai le choix de refuser ou je suis obligé d'accepter ? C'est ça la question. Vous savez, pendant tout ce moment-là, j'y ai réfléchi, bien évidemment. Parce que je savais que j'allais m'embarquer dans une drôle d'aventure. Ça change la vie. Ça change totalement la vie. Ouais. Ça change totalement la vie. Alors que j'étais à la veille de mon 35e année de barreau et que je pouvais prendre ma retraite, que j'avais mené une belle... carrière d'avocat, et j'aurais pu effectivement prendre ma retraite et aller avec mes petits-enfants quelque part au bord de l'eau et passer une retraite tranquille. Mais j'ai considéré que lorsqu'il m'a proposé ce poste, et lorsque les autres membres ne m'ont pas laissé le temps de dire oui ou non, ils ont tout de suite voté, et à ce moment-là, ça a été très vite. Ça a été très vite parce que c'est effectivement... Au-delà des personnes qui ont dit il y a eu un coup de force, un coup d'État, oui. Ça ce sont, je dirais, les aigris, les jaloux, peut-être même les concurrents. Mais il y en a qui s'y voyaient. Bien sûr, mais je trouve ça normal. Qui étaient candidats, c'était normal. Mais je trouve ça normal. L'ambition est normale. Moi, ce que je déplore, c'est qu'on m'a attaqué d'une manière véritablement dégueulasse. On m'a traité de tous les noms. On vous a traité de quoi, par exemple ? La preuve, je fais un coup d'État. Vous imaginez, pour un avocat, pour un homme qui a consacré toute sa vie à défendre les gens, quand on vous dit que vous êtes un escroc, un voleur, que vous avez fait un coup d'État, vous avez fait un coup de force, vous avez donné de l'argent à Dalil Boubacar, on a raconté des histoires, que j'avais été interpellé à Alger. Alors effectivement, sur l'histoire de vous avez donné de l'argent à Dalil Boubacar, on a parlé d'une transaction pour qu'il parte avec un parachute. Pas du tout. Voilà, donc c'est ce qui s'est dit dans Paris. Écoutez, je suis là aujourd'hui. Il y avait même un chiffre. J'ai dit on parlait de 300 000 euros. Oui, mais attendez, il n'y a rien à cacher. Pendant la conférence de presse que j'ai organisée, j'ai appelé Dalil Boubacar parce que je me suis dit que ça serait bien qu'il soit présent, parce que d'abord on disait qu'il était complètement gâteux. Il est venu, il a montré que sa dextérité intellectuelle était toujours là, et que il y a une journaliste qui lui a posé directement la question, une journaliste sérieuse d'un grand média qui lui dit: Monsieur le recteur, est-ce qu'on vous a donné de l'argent ? Et il a répondu non. On est quand même
dans des situations, c'est une institution religieuse. Ce n'est pas une entreprise de production. Je pense que, pour moi en tout cas, le côté moral est important. Moi, tout ce que je fais depuis que je suis à la tête de la mosquée de Paris, chaque instant où je prends une décision, où je réfléchis à faire quelque chose, parce que je sais que je peux tromper des gens, je peux tromper des gens dans leur foi la plus intime. Vous pensez quel type de responsabilité nous avons? Et aujourd'hui, on vous traîne dans la boue comme ça parce que vous vouliez le poste. On ne peut pas accepter. J'ai répondu à toutes les attaques dont j'ai été, parce qu'il y en a qui se cachent anonymement pour bien vous massacrer. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Parce que je vous pense... pensez à qui? Oh, je ne vais pas citer de nom, vous pensez bien, mais vous les connaissez, tout le monde les connaît. Non, mais s'ils se cachent, autant les décacher. Mais non, ça sert à rien, ça sert à rien. Aujourd'hui, je pense que l'essentiel est qu'on avait dit que le président de la République algérienne ne m'avait jamais reçu, que l'ambassadeur d'Algérie était mécontent et qu'il m'avait appelé pour m'engueuler. Que le ministère... Je vous jure, je l'ai entendu, mais alors là... Moi aussi. Que le ministre de l'Intérieur français m'avait appelé pour me dire que vous allez dégager, etc. Parce que vous n'étiez pas le candidat. Ça fait 20 mois que je suis à la tête de la Grande Mosquée de Paris. Est-ce que, d'abord, moi je pose la question, il y avait les membres de l'Assemblée Générale qui étaient présents, qui sont majeurs et vaccinés, qui ont voté à l'unanimité. Ils sont AstraZeneca ou... Ils sont peut-être Pfizer, je pense, compte tenu de leur âge. Non, mais ce qui veut dire, c'est que la mosquée de Paris est vaccinée. C'est ça. Bon, ils sont tous vaccinés. Non, c'est-à-dire qu'ils ont tous élu en leur âme et conscience de choisir. Ça fait 20 mois. Dans quelques jours, le samedi 11 septembre, je vais être depuis 20 mois à la tête de la Grande Mosquée de Paris. Ils auraient pu m'assigner en justice pour dire, voilà, le droit des associations a été violé, c'est un coup d'État, etc., etc. À ce jour, j'entretiens les meilleures relations avec chaque membre de l'Assemblée Générale. Je ne les ai pas payés, il n'y a aucune contrainte, il n'y a absolument rien. Donc ça, je pense que c'est des attaques qui ne servent à rien, il faut faire avancer les choses. Et moi, je me suis mis immédiatement au travail. Mais pour vous dire qu'on a utilisé, bien évidemment que lorsque je sors de la présidence de la République algérienne, Monsieur le Président n'est pas à mes côtés. Mais vous imaginez que moi, je vais faire un scénario, je vais ramener une trentaine de journalistes à l'intérieur de la présidence de la République algérienne. Al-Mouradia, avec tous les gardes républicains. Et moi, je suis là avec mon directeur général et je vais leur dire, le président Tebboune m'a reçu, etc., etc. Et que ça serait un mensonge, ça serait absurde. Ça serait absurde. Bon, il avait dit qu'il n'avait pas de tabou, mais je vois qu'il n'y a pas de tabou ce matin. Voilà, Imam Abdelali, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui nous écoutent le samedi entre 10h et 11h. C'est l'Islam au présent. Notre invité ce matin, c'est Chemseddine Hafiz. Et je rappelle que dans quelques jours, vous publierez un nouveau livre, le manifeste contre le terrorisme islamiste. Écoutez-moi, j'ai presque envie de dire écoutez-nous, parce que c'est un travail collectif. Et vous dites qu'il faut apprendre à écouter ceux qui observent, car ils savent reconnaître le mal à ses premiers signes. Et ce qui se passe ces jours derniers en Afghanistan vous donne raison. Ce qui est intéressant, c'est que pour ce travail, vous avez retrouvé un travail qui avait été effectué pour des imams en Algérie de 2012. En quoi consistait ce travail ? Alors, ce travail, c'est lorsque je suis parti à Alger en janvier 2020, juste après mon élection. J'ai rencontré le ministre des Affaires religieuses qui m'a donné un document qui avait été traduit en anglais et en français. Donc le document initial était rédigé en langue arabe. Et quand je l'ai lu, j'ai été fasciné par les propositions qui étaient faites. Et quand je suis revenu, moi, dès mon élection à la tête de la Grande Mosquée de Paris, j'ai voulu créer un pacte de confiance avec les imams. Parce que pour moi, les imams, c'est l'élément essentiel dans la religion musulmane. Dans les pays musulmans, ça va de soi. Mais ici, en France, je pense qu'il est important de mettre en avant l'expertise, l'expérience des imams qui, eux, sont confrontés tous les jours à des cas pratiques, à des situations inédites et qu'ils doivent absolument apporter des solutions à leurs ouailles qui viennent désespérés face à des situations qui peuvent être d'abord simples. Voilà, j'ai bu un verre d'eau pendant le jeûne, sans trop, qu'est-ce que je dois faire ? Mais il y a des questions beaucoup plus complexes qui sont posées dans le secret aux imams. Donc, j'ai voulu travailler avec les imams. Ce sont des imams, je dois le dire, aujourd'hui, ce sont des imams qu'on critique énormément. Ils viennent d'Algérie, ils parlent pas le français, etc. Moi, je trouve extraordinaire ces imams parce qu'ils ont une double formation.
D'abord, quand ils étaient gamins, ils ont fréquenté les confréries religieuses. C'est-à-dire qu'ils ont humé, dès leur plus jeune âge, l'esprit de la religion, de la mosquée, comment on vit dans un milieu islamique. Et ils ont surtout appris le Coran par cœur. Parce qu'aujourd'hui, moi, je défie un type de 50 ans de pouvoir l'apprendre. Il peut le faire. Et on peut leur reconnaître en plus une grande moralité, grande rectitude et une droiture dans leur attitude, dans leur comportement. On a rarement accusé des imams venus de l'Algérie de quoi que ce soit. Et la deuxième chose, et je le dis dans mon manifeste, c'est qu'ils ont ce double cursus, c'est que quand ils ont eu leur baccalauréat, donc ils sont bacheliers, ils rentrent à l'université islamique. Cela veut dire qu'ils ont un diplôme. Aujourd'hui, moi, j'ai reçu 57 imams, hier et le 31, la dernière fournée qui est arrivée, il y a 14 docteurs. Masha'Allah. Donc, c'est des gens qui ont un très haut niveau. Alors, on me disait, oui, mais ils parlent arabe, et puis ils vivent dans une société musulmane. Eh bien, je peux vous dire que quand je me suis mis avec eux autour de la table, je leur ai dit, on lance un défi. Moi, je suis avocat, je sais monter un dossier. Et vous allez, avec moi, travailler pour qu'on fasse un corpus religieux qui tienne la route ici en France. On a démarré... C'est la mission que vous leur avez posée. Absolument. À ce panel d'imams. Absolument. Voilà. Et on a fait la prévention de la radicalisation, et en même temps, je les ai un jour réunis, il y avait 180 imams, je leur ai dit, je vais vous poser une question, pas deux, une. Est-ce que l'islam engendre la violence? C'est l'introduction, c'est le titre de mon introduction dans le manifeste. Et chacun s'est mis au travail. Alors, bien évidemment, sur 180, vous avez les derniers de la classe là-bas au fond qui n'ont pas envie de travailler, qui sont venus. Tant mieux. Moi, je ne suis pas un enseignant, je suis le recteur. Donc, ce n'est pas une instruction que je leur donne, ce sont des imams détachés qui sont fonctionnaires d'un État étranger. Je connais mes limites en tant que chef hiérarchique. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'au fur et à mesure, des imams, dans leurs idées, dans leurs réflexions, se dégager un certain esprit d'équipe, et je me suis retrouvé avec une vingtaine d'imams autour de la table, et à un moment donné, j'ai même senti que certains pouvaient me dire plus de choses, mais qui ne maîtrisaient pas suffisamment le français. Je leur ai dit, faites-le en arabe. Et quand j'ai eu tous leurs textes, c'est le temps que j'ai passé à synthétiser, à travailler. Et moi, j'étais à l'aise parce que je savais que l'argumentaire que j'étais en train de construire était un argumentaire solide. C'est ça qu'on retrouve dans votre livre. Alors, puisqu'on parle des imams détachés et de ce qui s'est passé cette semaine, le ministre algérien des Affaires religieuses et des Waqf était là, justement pour lancer la saison. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dit parce que dans la presse, on voit qu'il y a l'importation du conflit algéro-marocain en France. Écoutez, d'abord, il y a un accord bilatéral entre la France et l'Algérie. De fait, il existe depuis 1981 que des imams détachés viennent... Jamais, pendant toutes ces années, on a attrapé la main dans le sac un imam qui faisait de la politique. Il faisait donc ça, c'est faux. Religieux. Ça, alors, c'est faux. Il n'y a pas eu d'une feuille de route de la part du ministre algérien en disant voilà, d'abord, aujourd'hui l'Algérie fait l'objet d'une campagne de dénigrement, à vous de défendre. D'abord, le ministre n'est jamais venu en France. Il n'est pas venu. On parle de Youssouf Belmehdi. Oui, c'est ça. Il n'est pas venu. Je ne sais pas où il a fait sa déclaration. Moi, je ne l'ai pas lu. J'ai lu. Bien évidemment que moi, on m'a mis dans la sauce. On vous demande... Et qu'on rappelle que j'étais l'avocat du Polisario. Ça fait bien. Voilà, il faut dénigrer pour dénigrer. Donc c'est faux. Non, attendez. Moi, je ne connais pas la déclaration du ministre des Affaires religieuses. Donc je ne vais pas aujourd'hui devant vous, parce qu'on a convenu qu'il y avait aujourd'hui entre vous et moi une interview sans langue de bois, et je ne vais pas vous raconter des salades, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'a dit exactement le ministre? Mais moi, je vous dis l'esprit de l'accord entre l'Algérie et la France, c'est que des imams, parce qu'il n'y a pas d'imams, malheureusement, en France, suffisamment pour assurer leur office dans les mosquées, on est en train de lancer une formation d'imams que aujourd'hui la France, les autorités françaises ont décidé de passer un accord avec l'Algérie, le Maroc et la Turquie pour qu'il y ait des imams détachés. Vous pensez bien que le ministère de l'Intérieur, le bureau central des cultes, va laisser passer ce genre de choses. Donc si, effectivement, le ministre a dit cela, son collègue français va le rappeler à l'ordre, moi, je n'ai pas entendu ce type d'instruction. Et moi, aujourd'hui même,
J'ai un premier séminaire avec mes imams qui sont confinés pour les 10 jours. On est en train de préparer leurs affectations, etc. Le discours que le recteur de la Grande Mosquée de Paris dit à ces personnes, vous êtes là à la disposition des fidèles musulmans, quelle que soit leur nationalité. Vous pensez bien qu'à la Grande Mosquée de Paris, la dernière fête de l'Aïd, il y a eu 18 000 fidèles qui sont venus prier à la Grande Mosquée de Paris. Vous pensez que les 18 000 fidèles, on leur demande leur passeport? On leur dit, attends, tu es algérien ou... Non, marocain, tu es... Ce sont des fidèles. Nous sommes, selon le Coran, et je parle sous le contrôle de l'imam Abdelali Mamoun, nous sommes frères en religion. Moi, je ne fais pas de distinguo. Moi, je ne fais pas de distinguo entre Sénégalais, Marocains, Tunisiens. Nous sommes des musulmans. Donc pas de politique à la mosquée de Paris. Pas de politique. Il n'y aura jamais de politique. Il n'y aura jamais de sujet tabou. Tant que je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris, et je parlerai avec sincérité, parce que vous avez lu mon livre, je l'ai dédié aux gens sincères. Parce qu'il faut arrêter mais il faut d'instrumentaliser. quand même reconnaître un partenariat, mais dont vous restez vous le maître de la situation avec l'État algérien, qui aide, et alhamdoulilah, c'est bien pour nous. En tout cas, moi je suis aussi algérien. Mais qu'est-ce que vous appelez un partenariat? Faut expliquer, parce que tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne. Vous savez que des imams, ça coûte de l'argent, des salaires pour pouvoir... Aujourd'hui, quelle est la difficulté des mosquées en France? C'est de pouvoir salarier un imam. C'est les charges patronales, les charges salariales, le salaire en lui-même, l'entretien de l'imam et tout ça. Aujourd'hui, l'État algérien sait qu'elle a une grande communauté en France, se sent obligé d'aider ses ressortissants. Il leur dit, voilà, on va vous aider à financer le salaire de ces imams-là et en même temps de vous ramener des imams de qualité pour qu'ils puissent assurer l'animation religieuse et spirituelle dans vos mosquées. C'est ce que fait aujourd'hui l'État algérien en collaboration avec la mosquée de Paris. Puisque quand on parle de la mosquée de Paris, il faut que les auditeurs le comprennent bien, ce n'est pas juste un édifice, c'est une institution nationale, c'est une fédération qui englobe plusieurs centaines de mosquées et qui sont rattachées à la mosquée de Paris. Alors, le Conseil national des imams devrait naître le 3 octobre prochain. Absolument. Est-ce que ça signifie que le système des imams détachés, c'est terminé en France? Le président de la République l'a déclaré en avril 2020, au cours d'un discours dans lequel il a dit « plus d'imams détachés ». Alors, il faut que j'apporte une précision. Il a raison sur le plan politique. Je trouve qu'il est normal qu'un Français, comme vous le dites, qui n'a pas toutes les clés de compréhension, comprenne pas, se dise, mais attendez, un imam qui vient de l'étranger, mais pourquoi on n'a pas nos imams ici? Ça, je le conçois. Mais en même temps, moi je l'ai dit au président Macron, je l'ai dit au ministre de l'Intérieur, on ne peut pas comme ça, du jour au lendemain, construire l'islam de France et dégager ce qui fonctionne. Aujourd'hui, les imams détachés, marocains et algériens, les Turcs, on est dans une dimension politique que je ne veux pas aborder. Mais que ce soit des imams marocains ou des imams algériens, parce que je sais le tri, comment il est fait. Est-ce que vous savez, Philippe, que les imams algériens, je parle des imams algériens, quand ils vont être sélectionnés, le ministère de l'Intérieur français envoie une délégation sur place. Le tri et le choix et la sélection des imams qui vont venir ici en France, c'est un choix qui se fait en commun entre les autorités algériennes et françaises. On ne savait pas non plus. Donc, ouais. D'accord. Les visas, lorsque le ministère des Affaires religieuses envoie la demande de visa, c'est une demande spécifique pour ces imams. Donc il y a un contrôle des services de sécurité. Il y a tous les contrôles possibles et imaginables. C'est-à-dire que quand l'imam vient, en France, il foule son pied sur le territoire national. Vous pensez bien que nous sommes dans un État qui sait comment se défendre, comment remarquer s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous pensez bien que ces imams, nous les contrôlons. Moi, j'ai eu une inspection des imams à la Grande Mosquée de Paris. Donc, tous ces éléments font que, peut-être, si effectivement le ministre des Affaires religieuses a tenu ce propos, pour moi, c'est un propos malheureux que je regrette, mais en tout cas, je peux vous assurer, j'assure vos auditeurs, qu'un imam, qu'il soit algérien, afghan, marocain, tunisien, sénégalais, c'est d'abord un homme qui essaye d'éclairer ses fidèles. Point à la ligne. Alors, la composition de ce fameux Conseil national des imams qui va naître enfin, quelle va être la composition de ce conseil? Alors, est-ce qu'on sait déjà? Oui, on sait. Bien sûr qu'on le sait. Le Conseil national des imams, comme vous le savez, a été discuté avec le président de la République. C'est de là qu'est arrivée la fameuse charte des principes pour un islam de France. Et le Conseil national des imams
nous avons réuni plusieurs commissions. Il y a 4 fédérations aujourd'hui qui sont autour de la table et qui travaillent. Mais attention, ce n'est pas exclusif, ce n'est pas uniquement ces fédérations. On veut aujourd'hui, et la porte est ouverte à tout le monde. Et c'est ce que nous allons faire lorsque nous allons nous réunir le 18 septembre pour faire un ultime appel à toutes les bonnes volontés, à toutes les mosquées qui veulent s'intégrer dans ce projet du Conseil national des imams, parce que nous voulons véritablement que le Conseil national des imams soit la véritable instance représentative. Là, vous vous adressez à qui aujourd'hui, Chemseddine Hafiz, en particulier? Écoutez, il y en a beaucoup qui ont critiqué aux associations musulmanes, mais à des associations musulmanes, à des mosquées. On a fait un appel déjà. On a fait plusieurs appels par écrit. Aujourd'hui, il y a 4 fédérations qui sont un peu l'élément moteur, mais nous avons des indépendants. Nous avons ramené des imams, et Ali Mamoun lui-même a participé à ce type de travaux, parce que ce que nous voulons, nous, c'est d'abord la compétence, le professionnalisme. Il y va de l'avenir de notre religion, et en même temps de ce qui se passe en France. On ne va pas s'amuser à créer un joujou pour parce que ce n'est pas une lutte de pouvoir. L'avantage du Conseil national des imams par rapport au CFCM, le Conseil national des imams ne peut être en aucun cas un outil politique. Il est là pour d'abord réunir l'ensemble des imams qui considèrent qu'ils doivent d'abord et avant tout en faire une vraie profession. Aujourd'hui, l'imam n'a aucun statut. Ici en France, il n'a aucun statut. Comme disait à juste titre l'imam Mamoun, pour payer un salaire à un imam, là, une mosquée, c'est extrêmement difficile. Il faut trouver les ressources. Vous imaginez les travaux d'Hercule que nous avons à réaliser. Donc aujourd'hui, ce Conseil national des imams va être mis en place. Nous avons 2 missions. Le Conseil national des imams a 2 missions. Première mission, il faut aujourd'hui qu'il sélectionne et qu'il recense l'ensemble des imams. Qu'il y ait aujourd'hui un vrai consensus pour dire qui est imam, pour pouvoir aller sur le minbar, parler au nom de notre religion. C'est à nous de faire ce travail. Premier et deuxième élément, cet imam qui va s'inscrire dans ce conseil national, il va falloir bien évidemment le prendre en charge. Quand on veut faire de la formation continue, quand on veut l'envoyer à l'étranger pour aller parfaire sa formation, c'est au Conseil national des imams de prendre en charge. Les salaires, son statut, sa protection sociale. Il va y avoir un statut de l'imam, c'est ça? Absolument. Et donc, à partir de là, j'espère que nous aurons enfin, pour les musulmans de France, un organisme où on saura quel est l'imam qui sera agréé ou pas. Un mot présent sur Beurre FM avec l'imam Abdelali Mamoun et notre invité ce matin, Chemseddine Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui publiera dans quelques jours le manifeste contre le terrorisme islamiste. Écoutez-moi aux éditions Éric Bonnier, un livre dans lequel vous exprimez la voix de la majorité silencieuse. Alors s'il y avait un verbe djihadé qui existait, ça c'est ce qu'on appelle un mamounisme, le verbe djihadé, qu'est-ce que vous lui donneriez comme définition? Moi je l'ai fait dans mon livre. Parce qu'en fait, le terme djihad a été mis dans toutes les sauces. On l'a utilisé, on l'a malaxé, etc. Alors que il y a un sous-titre dans lequel je dis un combat contre soi-même qui est devenu un combat contre les autres. Je trouve que le djihad, c'est d'abord et avant tout un combat contre soi-même, contre ses pulsions. Les pulsions qu'un être humain a, qui sont l'avarice, l'avidité, alors que dans notre religion, c'est l'humilité, c'est la solidarité, c'est l'éthique, tous ces éléments qui font partie. Et donc nous devons travailler, parce que en tant qu'être humain, nous avons ces pulsions. Et ces pulsions, il faut savoir les contrôler. Pourquoi les contrôler? Pourquoi faire des ablutions 5 fois par jour? Pourquoi faire des prières? C'est en réalité également pour non seulement se rapprocher vers Dieu, se connaître soi-même et essayer à la fois de se maîtriser, à la fois de pouvoir être un homme bon. Parce que notre religion, avant tout, son credo, c'est de chercher les bonnes choses et de rejeter les mauvaises choses et tout ce qui est blâmable. Mais est-ce qu'on ne peut pas rendre hommage aux militaires qui sont dans le monde et qui sont des gardiens de la paix, et qu'on ne pourrait pas appeler eux véritablement les moudjahidines, ceux qui pratiquent le vrai djihad, c'est-à-dire qui garantit la paix dans le monde, y compris dans un pays
que ce soit à l'échelle internationale ou que ce soit au niveau, voilà. Un policier, pour moi, est un moudjahid. Un militaire est un moudjahid. À partir du moment où il est dans une armée régulière, est-ce qu'on peut pas lui l'appeler moudjahid? Parce que chaque fois qu'il va devant sur le front pour risquer sa vie, pour défendre son pays, défendre le peuple et défendre la paix dans le monde, est-ce qu'il n'est pas dans cet esprit qui est dans le Coran, qu'on retrouve, de ceux qui combattent contre l'oppression et qui luttent contre l'injustice, contre la tyrannie? Ça, pour moi aussi, c'est du djihad. C'est pas simplement contre soi-même, c'est aussi lutter contre le mal, qui est l'allié de Shaitan. Moi, quand je parle du verbe djihader, c'est pour essayer également d'expliquer aux non-musulmans que d'abord le Coran, l'islam, c'est une religion qui a été révélée à des hommes, et ces hommes-là, bien évidemment, combattent. Il y a dans le Coran des versets qui parlent de ces combats. Moi, ce que je veux dire... Mais qu'est-ce qu'on en fait de ces versets aujourd'hui? Alors attendez, ce que je veux expliquer... Pour moi, c'est les militaires. Ce sont des versets qui, souvent, on les a fait sortir de leur contexte, mais en même temps, le musulman, il est comme tous les autres hommes. Moi, je ne dis pas que les musulmans, c'est les supra-humains qui ont toutes les qualités, qui n'ont aucun défaut. C'est ce qu'on essaye de faire comprendre. Et donc, ce dévoiement, cette manipulation qui est faite notamment par l'islam politique et puis surtout pour le terrorisme, c'est de montrer que tout ce qui n'est pas musulman, je le combats. Alors qu'il y a des versets, et là je parle sous le contrôle de notre imam, c'est qu'il y a déjà cette liberté de conscience, et si Dieu avait voulu, il nous aurait tous fait musulmans. Et il le dit, c'est moi qui on rappelle que le prophète qui rentre avec 10 000 hommes, avec une armée de 10 000 hommes à Mecca, n'impose en aucun cas aux Quraysh, c'est-à-dire aux gens qui sont à la Mecque, qui ne sont pas convertis, il ne leur impose pas de se convertir. Il leur a dit au contraire, vous partez, vous êtes libres et dites ce que vous voulez. Il garantit au contraire la liberté à chacun de dire et de croire ce qu'il veut. La liberté de conscience qu'on a vraiment maltraitée. Elle est ce concept, alors qu'elle est sacrée, absolument. C'est comme le rôle de la femme. Pourquoi j'ai abordé cette question? C'est parce que je considère aujourd'hui qu'on a complètement abîmé notre religion. Ceux qui ont été à l'époque les compagnons du prophète, le prophète lui-même, si aujourd'hui regardez l'état dans lequel se trouve notre religion, il dirait mais c'est pas ça, c'est pas ce qu'on a voulu. Et donc c'est cet aspect du djihad que j'ai voulu aborder, mais en même temps rappeler que le musulman est un être humain comme les autres. Quand il doit se défendre, il se défend. C'est dans le propre de l'être humain. Donc, ce sont des éléments que j'ai voulu introduire. Bien évidemment, c'est un manifeste. Il y a un de vos collègues journalistes qui me dit, lorsque j'ai terminé le livre, j'avais envie de continuer. C'est dommage que vous arrêtez. Bon, c'est un manifeste, mais c'est le début de quelque chose. Il va y avoir d'autres écrits, il va y avoir d'autres textes. D'autres contributions qui vont plutôt affiner ce concept, parce que je veux que la Grande Mosquée de Paris soit véritablement, je dirais, le moteur de ce combat. Et quand je dis... Et qu'il soit porteur d'un nouveau discours. Absolument. On travaille justement depuis un certain temps à la Grande Mosquée de Paris pour justement adapter ce discours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à ce sujet? Écoutez, moi je suis persuadé que aujourd'hui nos imams, et je vous ai posé la question dès le départ, est-ce que lorsque vous faites votre prêche, lorsque l'imam monte sur le minbar, qu'il soit à Alger, Rabat, Tunis, Le Caire, Jakarta, est-ce qu'il tient le même discours? Il ne tient pas le même discours. Donc aujourd'hui, il faut qu'on adapte notre discours à la société française. Nos musulmans à nous, nos jeunes musulmans, sont complètement perdus. Ils ont de vrais problèmes existentiels. Et il faut aujourd'hui que l'imam joue ce rôle. Lorsque vous avez l'école qui est aujourd'hui un échec, les parents, on ne les respecte plus. Alors on va jusqu'à peut-être des fois les violenter. Qu'est-ce qui nous reste si ce n'est pas l'imam qui va pouvoir peut-être apporter modestement sa contribution? Il y a les réseaux sociaux. Bien évidemment. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle les imams numériques, qui fleurissent sur YouTube notamment, et qui ont énormément de succès, avec des millions d'abonnés. Quand vous parlez des imams, c'est ce que je leur dis. Je dis aux imams de la mosquée de Paris, je leur dis, moi je ne comprends pas quelque chose. C'est qu'il y a des imams numériques qui ont 1 million de followers. Et vous, combien? Nous, Grande Mosquée de Paris. Vous les suivez? Vous les regardez? Bien sûr que je les regarde. Tous les soirs. Qu'est-ce que vous en pensez, par exemple, écoutez, Rachid Elgey, Boussena et... Écoutez, ils sont très bons. Pourquoi?
parce qu'ils ont compris ce qu'attendait leur auditoire. Et moi, c'est ce que je veux quand je parle de l'adaptation. Moi, quand je voudrais qu'on parle, je leur ai parlé de culture. Je leur ai dit, il faut que l'imam, aujourd'hui, quand il monte sur le minbar, qu'il puisse parler du monde des livres. Pourquoi ils ont du succès, ces gars-là? Parce qu'ils parlent comme parle un jeune. Ils sont habillés comme eux. Ils ont un... Ouais, mais parce qu'ils aussi, Philippe, ils répondent à la simplicité et à la oisiveté de l'esprit de beaucoup de jeunes. Ça, attends, après, Philippe, quand un imam est toujours dans un discours contestataire, complotiste, la société, l'État est contre nous, etc. Ils sont pas tous, Imam Abdelali. Il y en a beaucoup. Ceux que tu viens de citer, par exemple, il y en a pas mal. Ceux qui sont les plus... le top 5 des on va dire, des imams numériques qui ont le plus de followers. Les plus gros complotistes. Ce sont ceux, justement, qui sont dans une logique... moi, je dirais pas qu'ils sont les plus complotistes. On fait rien, mais on parle beaucoup. Mais vous savez, Philippe, notre cerveau... reçoit ce qu'il a envie de recevoir et ce qui est le plus facile à recevoir. À partir du moment où vous commencez à parler d'équations mathématiques, on vous écoute. Voilà. Parce que c'est simpliste. Il y a une simplicité qui est demandée. Et puis, bien évidemment, lorsqu'on s'attaque aux puissants, lorsqu'on s'attaque à l'État, lorsqu'on dit, tiens, celui-là est mort, mais on dit que c'est une mort naturelle, alors que peut-être que... Donc, bien évidemment, moi je parle de la religion elle-même, c'est-à-dire de cette transmission du savoir religieux. Le reste ne m'intéresse pas. Bien évidemment qu'il y a tout le côté sociétal, etc. Et ces imams, moi je trouve que d'abord, ils savent se mettre en valeur. Moi j'ai demandé aux imams de la Grande Mosquée de Paris de faire comme eux, c'est-à-dire de s'habiller, de parler. Moi je dis aux imams, quand vous étiez en Algérie, votre terrain de compétence, c'était la salle de prière. Aujourd'hui en France, la salle de prière, ce n'est que le vendredi. Le reste de la semaine, vous devez sortir. Vous devez aller vers les autres. Vous devez expliquer aux non-musulmans ce qu'est notre religion. Mais vous devez apprendre aux musulmans ce qu'est leur religion, parce qu'ils ne la connaissent pas. Dans un premier temps, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà rassembler justement ces instances régionales des imams pour qu'on puisse, on va dire, concilier tous ces efforts, ce travail? C'est vrai qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Non, il vous reste plus du tout. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y aura une autre émission, Imam Abdelali, et on vous retrouvera la semaine prochaine. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast et puis vous verrez justement la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous. Vous aviez promis pas de tabou, pas de langue de bois. Voilà, vous avez tenu et respecté votre engagement, monsieur le recteur. Merci d'avoir été. Et j'espère que tous les invités de cette année seront à la hauteur. Merci d'avoir été avec nous et très bon week-end sur Beurre FM.